Bonjour à tous. Du coup, j'adore mettre des photos de moi dans la présentation. Donc je vais refaire un petit truc. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement. Enfin, en gros, mon but, c'est de vous présenter plein d'exemples de méthodes d'acquisition sans dépenser trop d'argent pour acquérir potentiellement des milliers de clients, automatiser un maximum de choses, tout en étant aussi vachement centré sur les communautés. Donc rapidement à propos de Lemlist. Lemlist, c'est une solution SaaS, donc c'est un software, une plateforme en ligne qui permet d'envoyer des mails de prospection ultra personnalisés et de façon automatisée afin d'aider les équipes commerciales à obtenir plus de réponses et plus de meetings, booker plus de meetings. Rapidement, nous on a plus de 8000 clients, donc c'est du B2B, donc c'est que des boîtes, plus de 8000 boîtes partout dans le monde. Ça va de startups comme Miro jusqu'à des boîtes comme Zendesk, donc startup jusqu'à grands groupes. Et on grossit de 30% tous les mois et on a réussi à avoir cette croissance vraiment en automatisant plein de choses. Et du coup, mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu tout ça. La première partie, ça sera un truc assez important. Je pense que vous l'avez sûrement abordé, mais c'est toujours bien de le revoir un petit coup. C'est pourquoi c'est très important de définir qui est sa cible et comment faire justement pour trouver sa cible, potentiellement quand on lance une boîte, quand on travaille dans une boîte, etc. Ensuite, on verra l'importance de la construction de communauté. Quelles sont les best practices quand on veut construire une communauté, comment faire pour engager sa communauté, etc. Ensuite, on verra comment utiliser LinkedIn. Du coup, la partie après, ce sera du coup comment faire en fait créer sa machine de prospection de façon automatisée. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas de job, du coup, je présenterai un petit cas d'usage sur comment trouver un job en startup de façon assez facile. Donc, même ceux qui sont en poste et qui ont potentiellement envie de changer, il y a moyen d'automatiser un peu tout ça. Du coup, qui est familier ici avec le concept de persona ou ICP, Ideal Customer Profile? Ok, pas tout le monde. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, en fait, l'idée, c'est de dire il faut définir quelle est notre cible. Peu importe ce que vous faites, que vous ayez un produit, un service ou autre. Ah oui, d'ailleurs, pour les slides, vous aurez accès à tout. Donc, enfin, je pense, je sais pas où les... Ouais, ok. Ouais. Vous aurez accès à tout. Donc, vous embêtez pas avec les photos ou autres. Voilà. Donc, le but, en fait, des personas, c'est de savoir à qui vous allez vous adresser. Typiquement, si je m'adresse à un grand groupe ou si je m'adresse à un start-upper, je vais pas avoir le même langage, etc. Et le but, en fait, c'est de créer ça sous forme un peu d'un CV. Ça, c'est un modèle qui marche assez bien. Donc, en gros, vous avez la partie profil, où là, du coup, on donne l'âge de la personne, d'où est-ce qu'il vient, quels sont ses hobbies, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comme si vous connaissiez cette personne et de mettre toutes ses caractéristiques. En plus de ça, ce qui est très important aussi, c'est de réfléchir à comment est-ce que cette personne va être amenée à utiliser votre produit ou service. Donc, réfléchir un peu à tous les points, les touch points, en fait, qui va pouvoir. Est-ce que c'est une personne qui va lire un de vos articles de blog? Est-ce que c'est une personne qui va voir une de vos ads? Est-ce que c'est une personne qui va… Voilà, il faut penser à tout ça. Et enfin, la dernière partie qui est importante aussi, c'est quand vous serez en contact avec cette personne, avant du coup de passer à la vente, quelles sont toutes les potentielles objections que cette personne va pouvoir avoir à utiliser votre service ou produit. Une fois que vous avez ça, donc vous pouvez vous dire, OK, comment je fais pour créer ça? Donc en gros, il y a pas mal de moyens. Le premier, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Donc Facebook, LinkedIn, c'est des sources en fait. Là, ça a l'air un petit peu abstrait, mais je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas, où en fait, vous allez pouvoir trouver plein de réponses à vos questions. Du coup, que ce soit sur des communautés existantes. Donc, petite question rapidement. Qui ici a Facebook? Je pense qu'on peut tous lever la main. OK, cool. Qui fait partie de communautés? Est-ce que vous êtes dans des communautés ou groupes sur Facebook? OK, c'est pas mal. Donc, du coup, sur Facebook, c'est vraiment une mine d'or parce que peu importe votre cible, en fait, vous allez trouver des communautés. Que ce soit, vous pouvez targeter les mamans, vous allez trouver des communautés de mamans. Vous pouvez targeter des entrepreneurs, vous allez trouver des communautés d'entrepreneurs. Vous pouvez targeter des développeurs, vous allez trouver des développeurs. Vous trouverez potentiellement tout sur Facebook. Après, vous avez aussi plein d'endroits assez cool comme Quora, où là, du coup, l'idée, c'est de trouver en fait les questions que les gens se posent. Donc, en gros, pour vous donner des exemples, là, typiquement, ça, c'est une communauté autour du SaaS, donc software. Et c'est un mec il savait très bien que sa cible était basée parmi ces entrepreneurs du coup SaaS, donc de software. Il a décidé de poster une petite question, un petit post où en gros il expliquait rapidement, il pitchait son idée. Il n'avait rien créé, hein. Il y avait une landing page, pas de produit, etc. Et il a posté ça en demandant aux gens, donc voilà, moi je fais un tool qui permet de traquer les dépenses, etc. Blablabla. Est-ce que ça vous intéresse?
Tout simple, une petite question. Il a reçu 240 commentaires. Ces personnes-là, évidemment, il leur a envoyé des liens pour aller se sign-upper, alors que le gars, du coup, il avait vraiment rien fait. Donc, si vous êtes dans l'envie à un moment de vous lancer, ça, c'est une technique qui vous coûte 0 $. Vous allez dans des communautés dans lesquelles vous êtes assez actif. Vous postez en gros, je vais développer ce service ou je vais développer cette solution. Voilà le lien ou voilà ce qu'on fait. Voilà les 3 points en fait qu'on veut tackle. Et du coup, à partir de ça, en fait, vous allez pouvoir générer des relations, générer des savoirs, en tout cas si oui ou non votre produit peut plaire potentiellement à cette cible. Une autre façon, donc typiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous ce qu'on fait, c'est on a une plateforme de sales automation. Il y en a qui appellent ça du coup cold email, donc de l'email de prospection à froid. Là, si je vais sur Quora, en fait, j'ai juste à taper le mot-clé cold emailing et là, je vais voir en fait toutes les questions que les gens se posent. Donc là, en fait, ça va me permettre directement sur Quora de pouvoir savoir ce sur quoi ma cible potentiellement s'intéresse. Donc vous, je ne sais pas si par exemple, mettons que vous ouvrez une nouvelle banque, ou j'en sais rien, vous pouvez taper des questions dans Quora liées à la banque et vous verrez en fait toutes les questions que les gens se posent, que ce soit comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un compte en France, peu importe. Et en fait ça, c'est une énorme source pour vous pour plus tard aller créer du contenu, voir quelles sont les questions que les gens se posent, donc reprendre en fait ces questions dans vos articles. Et enfin, ça vous permettra de convertir beaucoup mieux vos utilisateurs parce que du coup, en fait, vous aurez déjà les questions qui se posent. Un truc très simple, je vais reprendre l'exemple de la banque. Qui connaît Conto ici? Conto, vous voyez ce que c'est? Ok. Conto, en fait, au tout début, en fait, ils sont appelés rapidement la banque pour entrepreneurs ou la banque des startups. Donc, en fait, quand tu es un entrepreneur ou une startup et que tu es arrivé sur leur site, en fait, c'était simple, tu avais l'impression que cette banque a été potentiellement faite pour toi. Même si en vrai, ils n'avaient pas du tout les mêmes features que les banques traditionnelles qui étaient là depuis super longtemps. Mais du coup, le fait qu'ils soient segmentés dès le départ, en fait, ils ont pu directement convertir beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus de startups. Ils avaient du coup un messaging qui était adapté à leur cible. Et ça leur a permis d'avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé. Donc, de faire ça en fait dès le départ, de savoir qui est sa cible, avoir défini ses personas, ça va vous permettre sur le long terme donc d'augmenter vos taux de conversion et aussi d'être super focus sur une cible. Ok, maintenant on va regarder la partie communauté. Donc je vous ai dit au départ, les communautés c'était cool d'aller dans certaines communautés afin de pouvoir justement trouver des personnes intéressées par votre produit-service ou savoir ce que les gens se posaient comme question. Mais maintenant l'autre étape, c'est justement de créer sa propre communauté afin de créer en fait ce qu'on avait appelé le unfair advantage, c'est-à-dire un avantage par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des marques, quand vous créez une marque, en fait, le fait d'avoir sa propre communauté, c'est quelque chose qu'aucun de vos concurrents pourra vous voler, en fait. Parce qu'une communauté, c'est des milliers de personnes qui vous connaissent, qui vous apprécient pour ce que vous êtes et vous leur apportez de la valeur. Donc, pour créer sa communauté, ça prend du temps, mais ça permet vraiment, sur le long terme, de se créer une marque forte et vraiment d'avoir cet avantage compétitif. Après, il y en a qui bossent dans le SaaS ici ou pas? Genre, ok. Si vous avez un SaaS, c'est que vous bossez en SaaS, ça permet aussi de réduire considérablement les tickets en support. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez atteint la masse critique d'avoir une communauté qui peut directement s'entraider, en fait, les gens vont répondre à leurs propres questions, s'entraider et ça évitera à votre support d'avoir trop de boulot. Donc du coup, nous, on a créé une communauté autour de l'email outreach qu'on a appelée The Email Outreach Family. On voulait que les gens se sentent bien, donc on a appelé ça une famille. Du coup, ça c'est un truc que j'ai pas trop mentionné, mais nous on a 80% de nos clients qui sont basés aux US. C'était un choix dès le départ, etc. Donc de tout faire en anglais et d'avoir tout ça. Moi, j'utilise énormément les vidéos. Déjà, Facebook aime bien pousser ça. En plus, j'aime bien mettre ma tête partout, comme vous avez pu le voir. Et du coup, en fait, ça permet vraiment de créer un peu ce lien avec les utilisateurs de façon un peu différente que juste des posts de façon texte. Et du coup, il y a quelques étapes à faire quand vous commencez à créer votre communauté. On m'avait posé d'ailleurs hier la question sur comment est-ce que tu fais au départ quand tu crées ta communauté. C'est vrai, parce que tu te dis, c'est cool, quand tu as atteint la masse critique, tu as l'impression que tout devient un peu plus facile, tu as déjà tes followers, tout le monde est là, etc. Donc au début, comment tu fais? Clairement, moi je vais pas vous mentir, j'ai invité mes potes, ma mère, c'était celle qui likait le plus mes posts au départ. Merci maman. Mais voilà, c'est ça en fait. Au début, vous n'aurez pas beaucoup de personnes. Donc invitez vos premiers utilisateurs, invitez vos premiers clients, invitez les premières personnes qui vous suivent, etc. Ça peut être des amis, des potes d'école, etc. Peu importe.
Mais après, vous allez rapidement avec ça, ce premier engagement, en fait, quand les gens arriveront, ils verront que la communauté n'est pas vide, qu'elle est un peu active, qu'il y a de l'engagement. Et les gens, petit à petit, ça va se faire un peu tout seul. Et globalement, avec Facebook, dès que vous aurez atteint 1000 personnes dans votre communauté, ils commencent en fait à la pousser un peu organiquement. Donc, ce qui veut dire que dès que les gens recherchent, par exemple, pour nous, ils vont pouvoir chercher Sales Automation, Sales, etc. Notre nom va arriver dans les recherches, etc. Et les gens pourront rejoindre de façon organique, beaucoup plus naturelle. Ok. Du coup, un truc assez simple. Facebook vous propose de faire ça automatiquement, mais c'est un truc vraiment, il faut avoir l'habitude de le faire. C'est dès toutes les semaines, dire aux gens qui ont rejoint la communauté, il faut leur faire sentir qu'ils sont importants. Donc, en gros, il y a moyen de leur dire bienvenue dans la communauté, etc. Vous pouvez mettre plein de gifs, etc. L'idée, c'est d'avoir un peu ce côté. Ouais, vas-y. Non, mais en fait, là, tu parlais de ta communauté sur Facebook, etc. Ouais. Pourquoi tu as fait le choix de partir sur Facebook et pas de faire comme Slack, comme certaines boîtes le font, genre style Board ou Intercom? Pourquoi ça a été Facebook le choix et pas d'autres. Enfin, même Zendesk le fait aussi, ils ont un outil de. Ouais, c'est une bonne question. Alors nous, en fait, on avait déjà pas mal de personnes. En fait, moi, j'étais actif dans pas mal de communautés sur Facebook. Du coup, j'avais beaucoup de gens. Genre, mon Facebook, j'utilise aussi un peu en mode business. D'ailleurs, pour plein de personnes, ça peut paraître un peu fou d'utiliser Facebook Business, mais ça marche super bien parce que du coup, j'ai beaucoup de gens dans mon Facebook qui sont amis avec moi, mais en vrai, c'est des potentiels leads, etc. Et du coup, pour moi, c'était facile d'avoir tous ces gens-là et de les amener directement dans ma communauté parce que je savais qu'ils allaient rejoindre ça assez facilement. Alors que Slack, je trouve que, en fait, il faut être sur Slack pour pour être dans la communauté, etc. Donc, ça veut dire quand est-ce que tu utilises Slack. Donc, alors que Facebook, tu vois, c'est typiquement les gens sont sur Facebook le week-end, les gens sont sur Facebook tout le temps, etc. Donc, nous, on s'est dit, bon, on va être un peu omniprésent. Donc, on va choisir Facebook. Mais après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment là où c'est. Ouais. Nous, on savait que nos clients étaient sur Facebook. Du coup, on s'est dit, bah, let's go sur Facebook. Okay. Ouais. Et du coup, tu as une stratégie de content ouais. Ouais. Donc, stratégie de contenu qui va être un peu liée avec ce qu'on verra tout à l'heure sur LinkedIn. Donc, créer des posts qui apportent de la valeur, poser des questions, etc. Là, il y a évidemment la partie où, déjà, toutes les semaines, tu vois, un post, c'est dire bienvenue à tous les nouveaux arrivants. C'est un peu con, mais du coup, les gens, ils ont été tagués dans un post. Idéalement, moi, ce que je fais, c'est que je leur demande ce qu'ils font. Donc, comme ça, ils peuvent répondre, tu vois, genre, bah, moi, je bosse là ou là, moi, je fais ci, je fais ça. Enfin, ça permet à ce que les gens puissent regarder, OK, qui sont les nouveaux membres de cette communauté, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, est-ce qu'il y a des potentielles synergies, etc. Ensuite, dans la suite, c'est autres questions pour générer, en fait, plus d'engagement, c'est demander d'où les gens viennent. Donc, d'où est-ce que vous venez? C'est facile, tu vois, genre tout le monde peut mettre OK, Paris, San Francisco, genre peu importe. C'est rapide, mais les gens aiment bien engager. Et en fait, pourquoi tu fais ça? C'est pas forcément parce que tu as envie de savoir d'où les gens viennent, mais c'est juste qu'en gros, Facebook, l'algorithme, il marche de cette façon. Si tu as commenté un post dans une certaine communauté, la prochaine fois qu'il y aura un post dans cette communauté, tu es sûr de le voir. Donc, en fait, tu as plus de reach dès le départ. Donc, en fait, toi, ce qu'il faut que tu fasses dans ta communauté, c'est faire en sorte que les gens ils puissent engager, ils puissent répondre, ils puissent mettre des comments. Donc, pour ça, tu vois, poser une question à laquelle tout le monde peut répondre, c'est bien. Tu as aussi d'autres moyens, c'est de faire en sorte que les gens s'entraident. Donc là, c'est un autre de nos produits, du coup, où Ilia qui bosse avec moi. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont… Vous voyez, sur LinkedIn, on a des skills, des skills, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, des compétences, ouais. Et du coup, ce qu'ils ont fait… Ouais, je suis désolé, ça fait grave pitié, mais je ne parle pas très bien français, non. Ouais, désolé. Ils ont du coup des compétences et l'idée, c'était que toutes les personnes, ça c'est une communauté autour de LinkedIn, que toutes les personnes, en fait, puissent mettre leur profil LinkedIn et que les gens de la communauté aillent sur ce profil LinkedIn et recommandent les compétences des uns et des autres. Donc, en fait, c'est vraiment de la pure entraide pour que chacun puisse avoir plein de likes sur ses compétences et soit vu un peu plus comme un expert dans son domaine. Et du coup, tu vois, là, sur ce post, par exemple, il y a eu 270 commentaires. Donc, les gens, en fait, ils sont prêts à s'entraider. Tout le monde commente, tout le monde a envie d'avoir plus de recommandations sur son profil. Donc, en fait, c'est que des situations win-win. Et ça, dans n'importe quelle communauté, on peut trouver des parallèles et essayer de le faire. Un autre truc aussi, c'est les sondages classiques. Donc là, c'était très spécifique à notre autre produit. Et du coup, on demande des trucs aux gens, les gens répondent, ils sont contents. Ça crée de l'engagement, ça crée plus de reach, etc. Un autre truc qu'on a fait, donc là, c'est dans la communauté Email Outreach Family, c'est toujours en fait écouter ses propres utilisateurs. Donc, pour ceux qui ont déjà envoyé des emails, vous savez
potentiellement que la délivrabilité, c'est-à-dire faire en sorte que votre email arrive dans l'inbox et pas dans les spams, c'est un problème récurrent. Et on a vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient ce problème, etc. Et en fait, il y a des moyens de faire en sorte d'améliorer sa délivrabilité. Et donc, on a réfléchi un peu. Donc, il y avait Vibav, il bosse chez Uber. Il avait ce problème-là, etc. Il a mis sa problématique du coup dans la communauté. Nous, on a vu ça et directement, tu vois, on a vu une opportunité marché. Et avec mes associés, on a directement décidé de coder une feature qui a permis en fait d'améliorer ça. Et quand on a lancé la feature, bah voilà, les gens ils étaient super excités, ça a été un succès. Et du coup, ça permet de montrer à ta communauté que tu les écoutes, que tu adaptes ton produit potentiellement en fonction. Et tu génères en fait de plus en plus d'engagement et de plus en plus de word of mouth, de bouche à oreille, etc. Du coup, ça a aussi des inconvénients d'avoir des communautés. C'est que nous, par exemple, on est très ouverts. Il y avait une fois où typiquement ce qu'on avait décidé de faire, c'est on a décidé de changer entièrement notre interface produit sans l'annoncer préalablement à nos utilisateurs. Et en fait, on s'est totalement fait lyncher. Donc là, par exemple, Jonathan, ce qu'il a dit, c'est en gros, le support a dit que le changement de l'interface venait d'après des feedbacks. Si quelqu'un de cette communauté a suggéré ça, c'est un vrai idiot. Genre, je déteste, genre c'est le pire changement du UX que j'ai vu genre depuis très longtemps, etc. Donc pour moi, l'Emlist, c'est mon bébé, évidemment, comme tout entrepreneur qui lance son projet. Donc quand tu vois ça, bah, clairement, tu as envie de pleurer, tu te sens très mal. C'est public en plus, donc là, je vous en ai mis 2, mais il y en avait beaucoup plus que ça. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, tu as toujours moyen de retourner les choses. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du temps, on est allé parler directement à ces personnes. Quand les gens se plaignent, en fait, c'est qu'au final, c'est important pour eux ou c'était important pour eux. Ils ont vu des changements. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est passer du temps avec ces gens-là, modifier 2-3 trucs afin qu'ils soient contents. Et après, ben, en fait, les gens, ils te le rendent bien, tu vois. Et donc ce mec-là, qui était un gros détracteur, qui avait commencé à vraiment nous pourrir, nous envoyer des centaines de messages partout, etc., notamment dans la communauté. Là, à la fin, bah, du coup, il était beaucoup plus peaceful et beaucoup plus cool et il l'a montré dans la communauté. Donc, en fait, peu importe, je sais qu'il y a des gens, en fait, et je le vois assez souvent, notamment chez les grands groupes, qui prennent des tweets assassins ou dans leur communauté, qui prennent des remarques et qui font la technique de l'autruche. C'est-à-dire, ils se cachent et ils se disent, bon, c'est pas grave, ça va passer, etc. Alors qu'en fait, tous vos détracteurs, il y a moyen de les tourner en potentiel advocate, mais il faut juste montrer que leur feedback a de l'importance, c'est passer du temps avec eux. Du coup, maintenant, on va passer à LinkedIn. Qui, aujourd'hui, est sur LinkedIn ici? Super! Qui, aujourd'hui, poste sur LinkedIn? Ok, pas mal. Donc, aujourd'hui, on va voir comment utiliser LinkedIn pour avoir des centaines de milliers de vues et sans payer d'ads. Mais avant de commencer, même si le titre de cette section, il est un petit peu intriguant. En vrai, les views, on s'en fout. Views, likes, comments, etc., c'est vanity metrics, ça sert à rien. Ce qui est vraiment utile, c'est le nombre de business que ça va vous générer. Par contre, si vous faites les choses bien, potentiellement, le nombre de vues et de likes, comments va être lié au nombre de business que vous allez pouvoir générer. Donc, le premier truc, c'est de construire une audience. Donc ça peut intéresser les gens qui ont un SaaS ou les gens qui ont d'autres produits. Mais je vous expliquerai juste après ça comment faire pour ceux qui ont pas forcément des services où les gens sign up ou laissent leur email, etc. Nous, typiquement, quand quelqu'un sign up à notre produit, on lui demande son prénom, son nom, le nom de sa boîte et son email. Et en fait, à partir de ça, automatiquement, ce qu'on a décidé de faire, c'est un script qui, typiquement, ce qu'il fait, c'est un peu le screenshot ici. Il va aller sur Google, faire une recherche avancée, donc nom, prénom, nom de la boîte et LinkedIn. On va récupérer en fait le profil LinkedIn de la personne qui a sign-upé donc chez nous et automatiquement en fait on va lui envoyer depuis mon compte une invitation à rejoindre mon réseau. Donc la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'en fait je sais que toutes les personnes qui sign-up à mon produit ou à mon service sont potentiellement intéressées par ce que je fais et donc du coup comme je poste régulièrement sur LinkedIn, je veux créer une audience de personnes qui vont être à même d'engager avec le contenu que je vais créer. Donc ça c'est une façon de le faire automatiser. Pour du coup tout l'utiliser, en gros, on a lié 2 API de Phantom Buster. Vous connaissez Phantom Buster ici ou pas? Ou il y a des gens qui vous en ont parlé un peu ou... Bof. Ok, c'est un tool qui permet d'automatiser plein de tâches sur Internet, l'extraction de données, automatiser des actions, etc. C'est très sympa, on le reverra un peu plus tard dans la presse. Et du coup,
En gros, il y a deux choses qui peuvent être faites avec ça. C'est la première, donc trouver le profil LinkedIn, donc ce que je vous ai montré avant, et l'autre, c'est envoyer les invitations. Pour ceux qui n'ont pas de produit ou de service où les gens se sign up, l'autre technique, en fait, c'est sur LinkedIn, vous allez définir votre cible. Au tout début de la presse, on a vu, OK, comment est-ce qu'on définit son ICP, donc son persona. Très bien, il faut lui donner des caractéristiques. Quelles peuvent être ces caractéristiques? Quel est le nom de son job? Genre, est-ce que c'est un marketeur? Est-ce qu'il travaille en growth? Est-ce que c'est un CEO? D'où est-ce qu'il vient? Donc, la location, est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est les US? Est-ce que c'est... Peu importe. Et en fait, ça, c'est des fils que vous pouvez mettre dans LinkedIn. Et après, automatiquement, avec LinkedIn, avec ce type d'outil, en fait, vous allez pouvoir ajouter votre cible directement à partir de recherches. Donc, si vous n'avez pas de personnes qui viennent vous voir, en fait, vous pouvez typiquement aller les voir. Genre, moi, par exemple, je peux ajouter tous les Head of Growth aux US dans des startups de plus de 50 personnes qui sont dans ma cible. Et ça, je le fais automatiquement parce que je sais qu'après, du coup, ces personnes-là, une fois qu'ils vont accepter l'invitation, je vais pouvoir créer du contenu qui va potentiellement être intéressant pour eux et ils vont engager. Donc, en gros, l'idée de cette partie, je ne sais pas si c'était très clair ou pas, mais en gros, c'est de dire ajouter des gens qui vont être intéressés par le contenu que vous allez créer. Ces gens-là doivent être dans votre cible parce qu'en plus, ça vous permettra par la suite de 1, d'avoir plus d'engagement et 2, de potentiellement générer plus de business. C'était clair ou pas? Ouais, ok. Du coup, moi, dans la petite invite, je ne sais pas si je vous avais montré, mais en gros, donc oui, bon voilà, j'ai toujours la petite French touch, donc je mets un petit bonjour et après, donc je dis aux gens bienvenue à la Lemlist Family. Et l'autre question, c'est comment est-ce que vous avez entendu parler de notre service? Donc ça, pour ceux qui ont un SaaS, c'est assez cool, parce qu'en fait, ça te permet d'avoir plein d'insights sur la façon dont les gens ont entendu parler de ton service ou autre. Donc ça, en fait, vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous avez un produit où les gens sign up, rentrent leurs informations, etc. Soit vous avez aussi potentiellement un gros blog où vous demandez des informations aux gens avant qu'ils sign up à votre newsletter. Ça peut aussi être le cas, quoi. Donc en vrai, ça peut marcher un peu n'importe où. Soit sinon, du coup, vous ajoutez les gens qui sont dans votre cible. Une fois du coup que vous avez ça, il faut commencer à créer du contenu valuable, donc qui apporte de la valeur. Pardon. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est typiquement, je savais que les gens qui étaient dans mon réseau, la plupart sont des utilisateurs de Lemlist. Je sais que c'est des gens qui font du sales, qui veulent faire de la prospection, qui veulent avoir plus de clients. Et donc du coup, j'ai commencé une série qui s'appelait en gros les tips les conseils autour du cold email. Et j'ai fait ma série de vidéos comme ça, où il y en avait 10. Et tous les 2 jours, je postais un nouveau tips. Et je savais en fait de base que tous les gens que j'avais ajoutés, en fait, c'est des gens qui allaient interagir avec mon contenu parce qu'ils étaient intéressés, quoi. C'est des gens qui sont... le contenu qu'on poste, il va être pertinent pour ces gens-là parce que du coup, je les ai ciblés et identifiés comme des gens intéressés par ce qu'on fait. Du coup, ça, c'est un premier truc. Un autre truc, donc là, c'était l'anatomie d'un cold email. Donc l'idée aussi, ce qu'il faut faire si vous voulez faire du texte et pas de vidéo, c'est de rendre vos intros un peu intrigantes. Donc l'idée là, c'est ok, genre comment est-ce qu'on fait pour écrire des très bons cold emails? Là après c'était quoi? C'était si vous me connaissez, vous savez que j'adore les cold emails, surtout quand, et là il n'y a pas la suite. Du coup en fait ça force les gens à aller cliquer sur le See More pour avoir toute l'explication de pourquoi est-ce que les gens du coup pourquoi est-ce que ce cold email est bien écrit. Et en fait, ça génère beaucoup de vues. Donc ça, voilà, post 40 000 vues. Juste avec ça. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un de mes contenus et un mail que j'avais reçu d'un investisseur et j'ai expliqué pourquoi c'était un bon cold email en détaillant les différentes étapes. Ça, je savais que ça allait intéresser ma cible et du coup, on a eu beaucoup d'engagement là-dessus. Après, pareil, ouais, excuse-moi. Un truc important aussi, c'est de raconter des vraies histoires. En fait, peu importe. Nous, on n'a jamais voulu payer des ads. Parce qu'on est des crevards, hein, faut le dire, c'est tout simple. On ne veut pas dépenser d'argent ou beaucoup d'argent dans de l'acquisition. Et en fait, typiquement, un de nos compétiteurs basé aux US qui s'appelle Reply, en gros, ils se sont mis à acheter notre nom sur Google AdWords. Et du coup, il y a 2 choix. Donc, soit tu peux être super énervé et te dire ouais, c'est vraiment des... voilà, et être énervé dans ton coin. Soit tu peux décider en fait d'utiliser un réseau où tu as beaucoup de reach, donc LinkedIn. Et du coup, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un post, en gros, quand un de tes concurrents achète ton nom sur AdWords, tu sais que tu fais du bon boulot, tu vois. Et en fait, tout ça, il y a plein de gens qui ont commenté en disant non, mais ils n'ont pas le droit de faire ça, vous pouvez. Enfin, et les gens, voilà, c'était une vraie histoire et qui nous arrivait. Et les gens, en fait, ils ont bien aimé et ça les a fait commenter. Et pareil, bon, je sais plus, j'ai pas mis les views ici, mais c'était un truc qui a fait dans les 20 000, 30 000 vues, etc. Ça a généré de l'engagement. Et ça, potentiellement,
Voilà, vous pouvez faire ça avec tout ce qui vous arrive, que ce soit raconter des histoires en fait. Plus vous racontez des histoires, plus les gens sont intrigués, plus les gens vont engager et plus après, ça vous donne de la visibilité. Du coup, maintenant, on va regarder une partie sur la partie outbound sales, donc prospection. Qui ici fait un peu de prospection? Ok, très cool. Du coup, là, l'idée, c'est pareil, en fait, tout part de LinkedIn. En fait, l'avantage de ce que j'ai dit juste avant, c'est que vous pouvez combiner les deux pour avoir des résultats un peu optimaux. Où en fait, l'idée, c'est que là, vous allez écrire beaucoup de contenu sur LinkedIn, donc les gens vont vous voir potentiellement comme une personne qui apporte beaucoup de valeur. Et ensuite, ce que vous allez faire ici, l'idée, c'est d'automatiser entièrement le process. Donc, trouvez votre cible sur LinkedIn, ensuite envoyez une demande de connexion, récupérez leur profil et leur email, et ensuite envoyer un message, un email donc de prospection de façon ultra automatisée ou une séquence, quoi. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 3 tools, Phantom Buster dont on a déjà parlé, Drop Contact et Lemlist. L'avantage en fait, c'est que c'est du tout en un. Donc la première étape assez classique, vous allez soit sur LinkedIn normal, soit sur Sales Navigator, vous mettez vos filtres en fait de cibles que vous avez, donc taille de l'entreprise, le nom du job, la location, etc. Ensuite, vous écrivez du coup une campagne. Un truc que je n'ai pas mentionné du coup sur Lemlist, là je voulais vous montrer un petit exemple. Nous, le gros différenciateur, c'est qu'on crée des expériences un peu plus dynamiques, où là, typiquement, en fait, dans les emails, en fonction de la personne qu'on contacte, on peut insérer un screenshot de son site internet automatiquement, son prénom, etc. dans des images. Et en fait, l'idée, c'est que ça augmente l'engagement. Et ensuite, on peut rajouter en fait des vidéos dans des landing pages qui sont dynamiques. T'as une question, ouais? Non. Mais c'est très simple, tu sais, c'est un peu les mêmes mots, quoi. C'est campagne, c'est campaign, donc ça va. Ah ouais, en France, ouais, bien sûr, ouais. C'est pas de souci. Et du coup, après, en fait, il y a des landing pages personnalisées comme ça qui sont optimisées pour booker des rendez-vous pour les sales. Donc bon, ça, c'était un exemple donc, de campagne que j'avais lancé. Et l'idée après, c'est d'avoir l'écran de Phantom Buster. On ne voit pas très bien l'écran, il est un peu petit. Mais en gros, globalement, ce que vous allez faire dans Phantom Buster, c'est que vous allez décider de mettre, du coup, en gros, votre connexion sur LinkedIn. Ensuite, vous connectez tous vos outils. Et Phantom Buster, automatiquement, va aller faire ces différentes étapes. Donc, d'aller chercher votre cible, les ajouter directement de façon automatisée, récupérer leurs emails. Donc, ça, c'était avec, du coup, Drop Contact que vous pouvez aussi connecter directement ici. Donc en fait, ce que ça fait, c'est comme si vous imaginez un petit robot qui est votre profil en fait, qui ajoute les personnes qui sont dans votre cible. Ensuite, une fois qu'ils sont sur leur profil, ils trouvent leur email professionnel. Donc ça se fait de façon relativement simple. Donc vous avez nom, prénom et le nom de la compagnie. Donc en fait, il y a des outils qui permettent de récupérer les emails de façon simple. Et une fois que vous avez ça, la personne en fait va aller directement envoyer cet email dans Lemlist. Et après, vous allez décider de la campagne dans laquelle vous voulez mettre cette cible et les gens vont commencer à recevoir automatiquement cette séquence de mails. Idéalement, en fait, moi, ce que je conseille, c'est de mettre un délai dans ces campagnes Lemlist où, en gros, vous pouvez dire je veux que cette campagne, elle commence que 3 semaines après que j'ai ajouté la personne. La raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce que vous vous dites OK, moi, je poste régulièrement sur LinkedIn, par exemple. Donc, en fait, quand j'ajoute la personne, je veux qu'elle ait, par exemple, 2 semaines où elle va voir mes posts en continu. Comme ça, quand vous la contactez, en fait, cette personne vous connaît déjà plus ou moins parce qu'elle vous aura vu sur LinkedIn et elle aura vu vos posts. Donc ça, c'est un peu l'idée. Donc là, j'avais lancé une campagne en début de semaine, je crois. Et du coup, en fait, ça génère un taux d'ouverture, ça c'est assez élevé. Taux de clic est très élevé parce que du coup, je pense qu'on est tous les mêmes, mais dès qu'on voit un petit bouton play dans un email, on a envie de cliquer dessus. Et après, moi, ça me génère des rendez-vous un peu en autopilote comme ça, sans que j'ai rien besoin de faire en fait. Et ça, c'est plutôt cool quand vous êtes en B2B. Du coup, je voulais vous présenter aussi un autre truc. Qui va à des événements ici? Ouais, trop bien. Du coup, là, c'était un peu genre pour ceux potentiellement qui vont vouloir se lancer, il y avait 2 trucs que je voulais vous montrer. Il y avait du coup ça. C'est en gros comment est-ce qu'on a fait, nous, au tout départ pour générer nos premiers clients, etc. Comme je vous l'ai dit, on est des crevards, donc on n'aime pas du tout dépenser d'argent, on n'aime pas payer les tickets pour aller à des événements, etc. Enfin, c'est pas trop dans notre mentalité. Mais du coup, quand tu vas dans des événements, si vous avez été en sales ou si vous allez pour faire de la prospection, c'est super compliqué d'aller voir les bonnes personnes, de rencontrer les bonnes personnes, etc.
Et en plus, la liste des personnes qui vont aux événements, elle est rarement disponible telle qu'elle. Et en plus, pour tous ceux qui ont utilisé des événements, des apps type Swapcard, c'est pas difficile de parler aux gens, les apps elles sont tout le temps buggy, etc. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un événement avec ma potentielle cible, donc je me suis porté volontaire, parce que les mecs qui organisent des événements en général, c'est encore des plus gros crevards que vous, c'est-à-dire qu'ils ont une team de volontaires, donc de personnes qui engagent gratuitement pour faire un peu le sale boulot, mais l'avantage c'est que vous pouvez y aller en tant que volontaire, vous faire voilà, passer et hop, après vous mettez la chemise après 2 heures de taf et vous allez vraiment à l'événement, vous assistez aux conférences, etc. Donc c'était moi ici. J'ai récupéré du coup la liste des attendees à ce moment-là, donc il y a plusieurs moyens de le faire. Tous les gros événements ont en général une application. Vous pouvez récupérer la liste de toutes ces personnes. Si vous avez, soit vous avez un développeur qui vous fait ça en 2 secondes, soit vous allez sur Upwork, UPWORK, et vous engagez un freelance basé dans les pays de l'Est. Il vous fait ça à $20 pour scraper toute la liste des personnes qui vont aux événements et vous récupérez leurs emails comme ça. Toutes les apps sont scrapables, ça se fait facilement, vraiment c'est pas compliqué et ça vous coûtera maximum $20 de récupérer toute la liste. Donc comme je vous ai dit, l'avantage c'est que j'avais pas payé voilà, l'entrée, j'avais accès à la liste des événements, machin, etc. Voilà, donc en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé donc d'envoyer ce petit message et en gros c'était prénom, rencontrons-nous à, et l'événement c'était SaaStr Paris. Et donc du coup j'avais envoyé ça, chaque personne en fait dans l'email comme vous pouvez le voir à droite, en fait il y avait la tête de la personne, ouais c'était un peu creepy mais ça a marché, pour toi prénom et un screenshot de son site. Et en gros après il arrivait du coup sur en fait, la landing page personnalisée, comme je vous avais dit. Et en gros, à la fin du message, il y avait le petit chat. Donc ça, c'est un truc qu'on fait aussi, où en gros, on fait une vidéo. Et en gros, ce que je dis, c'est « Salut, moi c'est Guillaume, voilà ce que je fais, ta. » Très courte la vidéo, max 30 secondes. Et à la fin du coup de la vidéo, je dis « Soit tu réponds à mon email pour qu'on se cale un rendez-vous, sinon je viendrai te parler dans le chat dans 3, 2, 1 maintenant. » Et tu as le petit chat qui pop. Donc ça, c'est une intégration qu'on a fait. Et ça permet en fait de créer plutôt une relation conversationnelle versus de l'email pour ceux qui ont la flemme de répondre. Et ça, du coup, en gros, j'avais commencé la campagne et je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je verrai ce que ça donne. On l'avait fait un peu à l'arrache. Et en fait, voilà, ma mailbox, elle ressemblait à ça ce jour-là, avec plus de 44 meetings bookés. Donc en gros, je suis arrivé à l'événement, tout le monde savait qui j'étais parce que je leur avais envoyé une vidéo. Ils me voyaient, il y avait des gens qui me disaient hey, « merci pour la vidéo personnalisée ». J'étais là hey, « je ne sais pas qui tu es, j'ai tout automatisé, je suis gêné ». Mais du coup, typiquement, en fait, c'est des trucs que vous pouvez faire. Et ça, en fait, vraiment, c'est un truc que j'avais fait à l'époque quand on se lançait. Et en vrai, je le refais tout le temps. Ou quand il y a quelqu'un de ma team qui va à un événement, on le refait tout le temps. Et à chaque fois, on book des dizaines de meetings comme ça parce que ça marche bien. Les gens, en fait, tout le monde est dans le même problème. Quand vous allez à une conférence, vous savez jamais qui rencontrer. Vous dites, on y va toujours en se disant, bon, j'irai sur les stands, je vais voir comment ça se passe, etc. À la fin, vous êtes fatigué, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et en fait, la journée n'est pas planifiée, c'est pas très rentable, etc. Alors qu'en faisant cette technique, vous allez pouvoir booker des meetings avec des gens. Et clairement, en amont, ça peut aussi valoir le coup d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée et de spotter les je sais pas moi, 100 personnes que vous auriez bien aimé rencontrer, quoi. Donc, rajouter un peu plus de personnalisation pour du coup construire de meilleures relations. Du coup, maintenant, on va parler de la partie. Juste sur la partie event. Ouais, ouais. Tu fais comment quand tu tombes nez à nez avec la personne en face de toi et que tu sais pas qui c'est et tu rattrapes comment du coup? Quand typiquement, non, j'étais super naturel, j'étais ouais, super et tout. Là, je suis un peu busy, est-ce qu'on peut se faire un meeting juste après? S'ils m'ont pas répondu, en fait, je sais pas qui c'est. Parce qu'en général, les gens, ils venaient vers moi en s'excusant. Ils m'ont dit « Ah, j'ai vu ta vidéo, trop bien, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de répondre, mais on peut se voir dans la journée si tu as du temps, etc. » Voilà. Tous les rendez-vous que tu as eu, c'était vraiment ciblé. En gros, là, pour cet événement, SaaStr Paris, c'était vraiment que des SaaS. Donc, que des gens qui ont développé des softwares, etc. Donc, majoritairement exec, CMO, CEO ou parfois des fonds. Et ça, en vrai, on s'en foutait un peu. Mais du coup, ouais, pour moi, c'était super ciblé parce que, soit il y avait un potentiel business. Donc là, c'était cool parce que tu vois, tu peux discuter et voir si c'est un bon fit ou pas. Ou 2, si je voyais que c'était pas du tout un bon fit business, au moins je leur posais un max de questions pour savoir comment ils avaient fait pour réussir, comment ils avaient fait pour qu'est-ce qu'ils font dans leur acquisition d'utilisateurs, qu'est-ce qui marche bien pour eux et tout. Donc dans tous les cas, c'est jamais perdu.
soit tu essayes de choper des informations, en gros, c'est intéressant de savoir comment les autres se développent, soit sinon, voilà, tu essayes de faire un petit potentiel business. Du coup, là, cette partie-là, c'est pour tous ceux qui veulent potentiellement changer de job ou veulent trouver un job en startup. Honnêtement, globalement, les gens dès qu'on met des offres, on n'a pas trop le temps forcément de lire les CV. Pour tous ceux qui ont regardé ou qui ont reçu des candidatures, je pense que quand vous en recevez beaucoup, franchement, les CV, on va vite. Personne ne lit les lettres de recommandation, franchement, ou les lettres de motivation, pardon. Et enfin, dans les startups, les gens, ils ont besoin globalement beaucoup plus de doers ou des gens qui prennent des initiatives. Donc, je trouve que tout le process, entre guillemets, on va dire normal pour postuler à des jobs, c'est pas mal d'essayer d'être un peu différent et de montrer que vous pouvez faire quelque chose de différent. Donc, en gros, je voulais vous présenter un petit cas d'usage ici. Donc ça, c'est une personne en fait qui avait utilisé Lemlist pour trouver son job. C'était assez marrant. Donc en gros, après, je vais vous montrer tout le process. Mais en gros, l'idée, c'est montrer et ne dites pas. C'est le truc aux US, ils le disent beaucoup, show, don't tell. Et c'est super important. C'est en gros, montrer pourquoi est-ce que vous voulez m'engager. En fait, en startup, et je pense que aussi si vous êtes là, c'est que vous avez un peu cette conviction, c'est les jobs ou le métier que vous voulez faire, les diplômes, ça veut rien dire. Franchement, moi, j'ai fait HEC en market, etc. Je bosse avec des gens, je m'en fous de l'école qu'ils ont fait, quoi. À partir d'un certain moment, ce dont vous avez envie, c'est des gens qui montrent qu'ils ont l'envie, qu'ils arrivent à faire des… en gros, les skills, c'est beaucoup plus important que tous les diplômes que vous pouvez avoir. Et du coup, cette approche, en fait, elle a beaucoup plus d'impact qu'une approche classique de lettre de motivation, etc. Donc, en gros, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle est allée sur Welcome to the Jungle, on verra un peu ce que c'est après. Elle a fait une petite vidéo. Donc, très simple, elle a automatisé aussi. Donc, ici, le petit logo, le petit truc gris que vous voyez, en fait, en fonction de la personne, ça remplace par le logo de la boîte. Et le first name, ça sera remplacé par le prénom de la personne. Donc, chaque personne qu'elle contactait avait l'impression qu'elle avait écrit sur un petit bout de papier son prénom. Et l'idée, c'est de contacter directement les CEO ou les chefs de département qui ont posté l'offre. Donc, les résultats qu'elle a eus, c'est qu'elle avait envoyé à 13 personnes, donc c'était très ciblé. Elle a eu 83% de taux d'ouverture. 100% des personnes qui ont ouvert le mail ont cliqué du coup pour regarder sa vidéo. Elle a eu 4 réponses. Et comme vous avez pu voir dans le mail, il y avait aussi son numéro de téléphone. Et du coup, il y en a 70% au total qui l'ont contacté. Elle a eu 4 interviews du coup directement. Donc tous ceux qui ont répondu, c'était pour lui proposer une interview. 3 compagnies l'ont appelé au téléphone pour booker une interview. Et à la fin, elle a eu 4 job offers. Et elle a trouvé du coup son job comme ça. Et la vidéo, c'était simple en fait. Elle s'était présentée rapidement. Pourquoi est-ce qu'elle correspondait au poste? Elle avait une verticale de poste. Et donc quand je dis verticale, c'était account management, sales, marketing ou autre. Et elle avait fait son pitch en fonction de la personne qu'elle contactait. Et du coup, ils ne se sont même pas posé la question. Pendant les interviews, ils ne lui ont pas demandé son CV, ils ne lui ont pas demandé ce qu'elle avait fait, ils lui ont demandé potentiellement, oui, du coup, mais voilà, en fait, ils étaient tellement impressionnés par l'approche différente qu'ils se sont dit que c'était cool pour eux. Donc, comment est-ce que vous pourrez le refaire? Vous connaissez tous Welcome to the Jungle ici ou pas? Ouais, ok. Donc, c'est le site de référence, entre guillemets, pour trouver des jobs sur les startups. Il y a évidemment plein d'autres trucs, genre Indeed, ça marche bien aussi. Donc, du coup, on trouve, par exemple, là, je prends Miro. Si vous avez envie de bosser en growth, comme vous êtes ici, je pense que c'est peut-être growth hacking, je ne sais pas. Voilà, donc là, ils ont un job, bon, c'est un stage, mais voilà. Et l'idée, ce que tu fais après, c'est que tu vas sur LinkedIn, tu tapes Miro Growth et tu essayes de regarder qui bosse chez Miro. Donc là, il y a Ferdi qui bosse en tant que gross marketing et acquisition et on voit que c'est le manager. Donc on se doute que c'est lui qui a mis cette offre. Si vous postulez en marketing, allez chercher le CMO. Si vous postulez en sales, allez chercher le VP Sales. Une fois que vous êtes là-dessus, boum, vous allez sur son profil. Et là, vous utilisez une extension Chrome classique. Donc là, j'ai présenté Casper, mais en vrai, je pense que j'ai mis une petite liste. Il y en a plein. Hunter, Casper, etc. Donc ça, c'est plein d'outils qui vous permettent, et il y en a encore des milliers, qui vous permettent de trouver donc, le mail de la personne que vous voulez contacter. Et ensuite, après, vous pouvez créer votre petite campagne, contacter directement les heads de chaque département avec une petite vidéo de façon un peu différente et montrer que vous êtes motivé, que vous êtes un peu différent, que vous savez faire les choses et que vous ne restez pas dans les clous du standard CV plus lettre de motivation.
Et en général, c'est ce qu'on recherche en startup parce qu'on a besoin de doueurs et pas justement que des gens qui suivent tout ce qu'on leur dit de faire. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions...